Hey! Bonjour tout le monde! On se retrouve pour un nouveau live sur les achats et lectures manga de mon mois de décembre, qui sera en deux parties. Il y aura deux lives en fait, si vous avez bien compris. Parce que j'ai lu 19 tomes ce mois-ci. En même temps, il y a 5 tomes qui sont des rattrapages d'anciennes sorties. Bon, c'est quand même 14 tomes hein, que j'aurais dû faire normalement et que j'aurais quand même fait deux lives. Mais là, il y aura deux lives bien remplis. Quand même quelques mois après le dernier live qui parlait de manga, comme si j'en avais pas fait beaucoup. Et comme on a 10 mangas dont on doit parler, on va peut-être commencer sans tarder. Alors, le premier manga que j'ai lu sur le mois de décembre, c'est le tome 18 de Dr. Stone. Autant dire que j'ai trouvé ça plutôt long, on va pas se le cacher. Euh, Tout le début fonctionne plutôt bien, car on commence à avoir un petit affrontement entre deux royaumes bien différents. Et ensuite, on a une sorte d'histoire de double espionnage entre les deux camps, car les deux ont besoin d'informations sur l'autre pour pouvoir gagner, que ce soit sur la longueur ou très rapidement en fonction des camps. Et ben, je trouve ça un peu long. Je saurais même pas spécialement dire pourquoi, mais j'ai l'impression que genre Dr. Stone tourne un peu en rond en soi. Ah, ça me perturbe de pas savoir en parler. Et c'est peut-être aussi ça qui me bloque et qui fait que j'aime pas trop. Ah oui, évidemment. Dedans, on a un flashback assez long avec un des personnages sur la couverture qui est important pour l'arc à venir et qui a commencé. Et ce flashback prend une belle partie du tome et n'apporte au final pas grand chose comme information pour nous, ni comme idée spécialement intéressante pour développer le futur combat qui arrive. Certes, ça montre que certains personnages sont liés, qu'il y aura un peu plus de personnel dans cette histoire, donc ça va apporter quelque chose de plus. Mais est-ce que ça valait le coup de faire un flashback aussi long pour expliquer ça? Et est-ce qu'il est bien placé dans le scénario? Ça reste à définir. Voilà pour ça. Et bah, sinon, le coup des espions, on avait déjà eu des trucs similaires avec Jen, à l'époque du combat contre Tsukasa. Et l'idée c'était de le faire devenir gentil pour qu'il soit utilisé derrière. Et là, on a plus ou moins la même chose avec un autre espion qui a chez eux, sauf qu'ils font pas vraiment exprès de la faire rendre dans leur camp. C'est pas pensé, mais voilà. Je ne sais que faire de ce tome. Je, je pense que, à lire d'une traite, pardon, les arcs doivent être plutôt bien. Mais alors, tome par tome, c'est un peu. Ça rame un peu, j'ai l'impression. Ok, et ben je crois que ça sera tout pour ça, hein. J'ai pas grand chose à en dire et c'est pour ça que ça ne me plaît pas plus que ça. C'est pas mauvais, loin de là évidemment, parce qu'il y a de la science, que les personnages sont plutôt rigolos, que ça bouge, il y a un peu d'aventure, mais c'est pas quelque chose qui me chamboule. Allez, tome suivant. Ah oui, c'est dans le cadre de la caméra, là. Là. Ok. Ensuite, le tome 5 de Les Légendaires Saga. Euh, Évidemment, c'est pas la même portée, la même volonté derrière ce manga que les autres. Donc je suis un peu plus clément. Car je voulais revivre mes années collège où je lisais les tomes de la BD Les Légendaires au CDI. Mais comme il y avait une ressortie sous format manga et que je suis plutôt preneur du format manga, je me suis tourné vers ça. Et donc là, on a un petit décalage parce que le cinquième tome ne doit pas se terminer là, je pense, normalement. Mais comme le deuxième arc a pris un peu plus de temps, parce qu'à la base, les arcs dans la BD, ça va deux tomes par deux tomes. Genre, il y a deux tomes pour l'introduction, deux tomes pour l'arc précédent, là, donc chez les elfes, deux tomes avec l'arc qui vient d'arriver avec le prince Alan, je crois qu'il s'appelle comme ça. Oui, il s'appelle comme ça, trop fort. Et là, on a un peu de décalage, parce que
les combats sont un peu plus longs, sont un peu plus détaillés, et le découpage est différent. Bref. Et là, donc on a la fin de la bataille chez les Piranhas. On peut déjà être soufflé par le fait qu'il n'y ait pas de construction triangulaire. Les Pyramides. Euh, Et ah oui, surtout, on a mon personnage préféré, je pense, des légendaires, mon personnage d'Elisio, qui est très intéressant parce qu'il est fortement lié à l'adversaire principal et qu'il a un parcours rédempteur très intéressant, alors qu'il n'est pas foncièrement coupable en lui-même. Et j'aime beaucoup, notamment parce qu'il est lié à mon légendaire préféré, qui est Griff. Donc tout ça fait un mélange très intéressant et je suis content de ce qu'il fait dans ce tome. Ensuite, on a un petit temps de calme, un peu mièvre évidemment, parce que bah, c'est légendaire et qu'il n'y a pas de grandes conséquences ni rien. Mais bon, ils ont sauvé un royaume, il faut bien un peu de plaisir et de trucs légers. Et ensuite, bah, c'est l'introduction de l'arc d'après, en 2 tomes, où on découvre Alan, qui est lié à Jadina, parce il était censé se marier avec elle. Donc on va parler et de Jadina et de Danael, ça va faire plaisir. Comme ça, il restera que Razia qui aura été mise sur le bord de la route depuis le début. Mais bon, j'espère que quand il sera mis en avant, bah, il fera une Razia dans nos cœurs. Et j'ai vraiment un humour décapant. Voilà, bah sinon, pour l'instant, il y a une petite confrontation futile entre les deux princes, ça vaut pas grand chose. Mais le prochain arc a l'air intéressant parce qu'on va retourner sur le territoire du grand méchant, avec un nouveau membre plus ou moins dans l'équipe qui est lié à 2 personnages comme j'ai déjà dit, et donc on peut être en attente de quelque chose de plutôt pas mal. C'est un tome donc qui commence très bien, puis après il fait une transition très lente, mais qui fonctionne à peu près. Allez, tome suivant. Ya. Eden Zero, tome 17. Eh bien, on commence pas très bien en fait. Je viens de me rendre compte. On n'a pas mes œuvres préférées pour l'instant. Parce que là, on arrive au début des combats importants de cette deuxième saga. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Parce que là, on voit les 5 Horation 6 qui restent, parce qu'il y en a un qui a été tué par le chef Shura. Parce que oh là là, c'est un méchant ou quoi? Bref, ils ont des pouvoirs plutôt intéressants, originaux, et qui peuvent faire des combats agréables à suivre. Pourtant, il n'en est pas grand chose, sans doute à cause de la bande de héros que j'ai bien du mal à apprécier. Il y a le combat entre les deux gravités qui fonctionne à peu près, notamment grâce au passage de l'explosion, qui est mon passage largement préféré du tome, et même depuis quelques tomes. Parce que les explosions, c'est vachement cool. Notamment quand elles racontent des choses et qu'elles ont l'émotion derrière, surtout, c'est ça qui est plus intéressant. Et pour le reste, bah, on a des combats qui sont ralentis et un peu écrasés par beaucoup d'humour, qui fonctionnent pas des masses sans moi, par des héros qui n'ont jamais été correctement développés et qui fonctionnent donc toujours pas dans ces combats-là en particulier, et des adversaires qui n'ont pas de caractère très intéressant, mais qui ont des pouvoirs qui peuvent nous amener vers quelque chose. Donc bah, c'est du Eden Zero, c'est ni mauvais ni bon, c'est genre une tranche de pain de mie. Mais, en soi, j'attends de voir la suite parce qu'il y a le potentiel que la suite, quoi que les Horation 6 relève le niveau, toujours grâce à ses pouvoirs, et grâce au fait qu'on ait quand même pas mal d'autres camps autour qui tournent, comme les machins galactiques, leur nom à peu près quoi. Et j'espère que ça marchera. Donc quand on aura une confrontation avec plusieurs camps et qu'on fera un peu table rase de nos alliés. Allez, top suivant. Non, passez-moi. Full Metal Alchemist, Perfect Edition, tome 9. Je trouvais que les tomes précédents étaient un peu relous à lire car il y avait
malgré la taille des tomes, il n'y avait pas tant d'éléments que ça par tome, car en fait, Fullmetal Alchemist présente une longue histoire, donc sous 18 tomes je crois dans cette édition, et vraiment tous les éléments sont utilisés d'avant et d'après, c'est genre une vraie histoire construite d'une traite sur 18 tomes. Alors n'avoir qu'un petit bout par un petit bout, c'est assez rébarbatif et assez lourd par tome je trouve. Pourtant celui-là tient très bien la route tout seul, notamment car on met bien en avant les ennemis, on apprend des choses sur eux, les mystères se dévoilent, les choses bougent. Donc le côté avec les frères Elric me plaît beaucoup, notamment parce qu'on a une alliance et des groupes assez étranges, parce que avoir Edward Elric, euh, Lynn, je crois qu'il s'appelle, et Envy, c'est vraiment un trio très intéressant, on a de secrets, on a pas mal de choses entre eux, ça fonctionne. Et de l'autre côté, on a des histoires qui marchent aussi pour le colonel Roy Mustang, Monsieur Feu, car là il y a un côté bien plus politique, j'allais dire que c'est des éléments qui les dépassent, contrairement au truc pour Edward. Mais bon, être dans le ventre de son adversaire, avec un adversaire et un allié dont tu n'as pas vraiment connaissance et utilité, et trouver des solutions en passant par les mauvais souvenirs, puis en faisant des alliances avec des personnages qui étaient pas censés apprécier et en te faisant piéger derrière, c'est pas non plus forcément un moment agréable à passer. Mais donc on a deux voix très distinctes, les deux sont très intéressantes, c'est prometteur pour la suite, et finalement je suis bien content d'avoir repris cette édition. Je l'étais déjà, mais vraiment à lire par tome c'était une tannée, alors que là ça passe très bien. Donc je demande d'autres tomes comme celui-là moi. Je veux des tomes comme celui-là, ouh. Allez la suite. Ouais celui-là je lance pas ouais, et alors. Ensuite, Peleliu tome 6, Peleliu tome 7, Peleliu tome 8 et Peleliu tome 9. Parce que j'ai rattrapé quelque peu mon retard sur Peleliu, comme vous en serez douté. C'est-à-dire que là, il reste plus que le 10 que je n'ai pas acheté et que je n'ai pas lu avant le 11, qui est le prochain à sortir et qui est peut-être le dernier de la série, je crois. Il sort en mars. Ces informations ne sont absolument pas sûres, donc faites vos recherches vous-même. Hein. On va regarder. Car c'est important d'être vrai. Peleliu, Guernica of Paradise, Manga News. Peleliu Manga Série. Alors, s'il vous plaît. C'est fini en 12 tomes. Finalement pas en 11. Et j'ai pas la date de sortie du 11e tome, super. La nouvelle a bien avancé. Donc il me reste un tome pour être un jour en France, et derrière il restera 2 tomes pour finir la série. Voilà. Et donc en soi, je vais passer la moitié de la série avec ce tome-là, le premier. Bref, donc les 4 tomes permettent d'avoir une galerie très très large de la guerre. Et au début, on a quelques éléments qu'on avait déjà vus dans les tomes précédents, avec des défaites et de la tristesse de perdre ses alliés, de à nouveau se cacher et de recréer une vie, avec en cherchant des vivres, de l'eau et tout ça, et en cherchant de l'amusement et de quoi s'occuper. Puis échec, et ainsi de suite, ça faisait une boucle un peu longue qui se répétait. Et pour la suite, on a des choses bien différentes qui arrivent. On parle de maladie, on parle de trahison, on parle de l'utilité de continuer la guerre ou pas, parce que bah peut-être qu'elle est finie ou pas. On parle donc des fake news, on, on suit même quelques informations en dehors de l'île et ça c'est intéressant et prenant. On a quelques morts assez touchantes parce que les personnages commencent à avoir passé un bon temps avec eux. On a pas mal de choses. Les personnages principaux sont plus ou moins liés à des histoires de trahison, même si c'est pas vraiment le cas, car c'est plus une sorte de sacrifice pour sauver les plus démunis. Donc c'est un ensemble plutôt intrigant. On a beaucoup de choses différentes. Et franchement, le sujet est assez dur. La façon de le montrer est très dense et très touchante, alors qu'on a vraiment des dessins de type bonhomme patate. Je sais pas si vous voyez bien. Mais c'est vraiment bien, je vous conseille. En plus, c'est qu'en 12 tomes. Alors,
C'est pas la mer à boire, comme disent les jeunes. Ensuite, Pokémon, la grande aventure, or, Earth Gold et argent, Soul Silver. Donc c'est une aventure en un seul gros volume. Alors que d'habitude dans cette série elles sont en 3 minimum, il y en a en 4, il y en a même une en 5, et là elle est en un seul tome. Ce qui pose des gros problèmes. Parce qu'en soi, c'est un tome bonus sur or, argent et cristal qui ont déjà eu leur heure de gloire dans leur propre série, qui était donc Pokémon des grandes aventures or et argent, et dans la série finale de la première grosse saga, donc qui est Pokémon rouge-feu, vert-feuille et émeraude. Mais c'est pas vraiment ceux qui ont eu les histoires les plus intéressantes. Or n'a rien pour lui niveau histoire. Argent a pour seule histoire d'être le fils de Giovanni. Et Crystal n'a rien pour elle niveau histoire. Ce qui fait un trio très léger. Et donc, sur un seul gros volume, il faut essayer de créer une histoire intéressante pour expliquer ce qu'il y a eu avant ces personnages, ce qu'ils sont maintenant et ce qu'ils vont devenir à la fin. Donc alors c'est-à-dire que c'est compliqué quand il n'y a absolument pas de base de créer des fondations et d'en faire quelque chose en un seul tome. Donc c'est pas vraiment fait et donc c'est pas vraiment intéressant, mais ça prend du temps quand même. En plus de ça, il y a plusieurs ennemis qu'il faut développer parce qu'il y a des nouveaux et des anciens. Puis après une confrontation entre eux et une sorte d'effacement d'un groupe par l'autre et tout ça. Et donc beaucoup de choses à faire niveau humain. Plus il faut mettre en place les mystères autour d'Arceus. Plus mettre en place Arceus lui-même alors que c'est le dieu des Pokémon. Donc ça fait beaucoup de choses dans un seul tome de Pokémon, notamment quand à chaque fois, peu importe la série, c'est ralenti par les combats qui prennent du temps, notamment parce qu'ils sont nombreux et tout ça. Et donc c'est un tome très dense, où il y a beaucoup de choses, mais finalement, très peu de choses va assez loin pour que ce soit intéressant. Donc j'ai un sentiment très très mitigé, qui a fait que c'était une lecture très lente et très longue, ce qui est le cas pour la plupart des volumes. Sauf que là, ça n'a mené pas à grand chose et je suis pas vraiment content d'avoir vu ça. C'est dommage. Et donc en gros volume, il nous restera à découvrir Diamant, Perle et Platine. Et ensuite, il restera Noir 2 et Blanc 2. Et d'ailleurs, les Blancs 2, ça change mieux que les Jaunes 2. Et enfin, déjà, parce que ça fait que 17 minutes, alors que j'ai quand même parlé de 3, 4, 5, 6, 7, 8 tomes. Normalement, je fais 3 minutes par tome. Et 3 x 8, ça fait 24. Bon, ok, j'ai pas tant d'avance que ça. Mais quand même. La pertinence de faire ça en live quand il y a personne. Alors que s'il y avait des gens, ça prendrait plus de temps, certes, mais je pourrais discuter et ça rendrait ça plus intéressant. Venez discuter avec moi quand je parle de manga. Et donc, pour terminer cette première partie, parce qu'après il y aura une autre partie avec 9 tomes. Oui, j'ai fait 4, mais l'autre main était prise, ok? Avec Sunken Rock, livre 12, donc de l'édition Deluxe. Sunken Rock, c'est quand même une série. Eh, mon livre il est tout rayé! Non! Mon livre il est rayé! Ah. Mais c'est pas grave, tant que mon haut il est rayé aussi. Ah, c'est pas drôle! Voilà, je viens de me voir faire ma blague et ça m'a fait rire. Car je me trouve drôle, mais c'est l'important, car on est notre premier public. Bref, je m'égare un petit peu. Nous parlions donc de Sunken Rock tome 12, qui est une série vraiment puissante sur le, la virilité, plus ou moins, et sur la confrontation morale. Les combats sont brutaux au possible et magnifiquement dessinés, mais il y a une vraie confrontation murale. Une vraie confrontation morale à chaque fois qui les rend beaucoup plus puissants. Et là, donc, on lance le combat final de la série, vu qu'elle se termine à la moitié du prochain gros volume. On a d'abord un combat avec les trois sbires, les trois lieutenants de la Sunken Rock Team, qui... Ah, ils y vont, hein. Vraiment, on va en profondeur les trois personnages. Non, on raconte rien sur Dohun pardon, et sur Kailin, je crois qu'il s'appelle comme ça. Par contre, sur La Pioche, ça y va, hein. Entre le dernier combat qu'il a eu et celui-là, oh, quel personnage de ouf!
On rentre vraiment en profondeur dans celui-ci. On explique vraiment tout le passage par lequel il est passé depuis le début de la série et à quel point il est en admiration devant les idéaux de Ken. Même si finalement, est-ce que il a toujours les siens du début? Est-ce que Ken a influencé les siens et c'est devenu les siens à son tour? On sait pas, ça raconte plein de choses et c'est super intéressant. Et pour une fin de combat délicieuse, on a Ken contre un gros balourd. Le combat envoie, ça à chaque fois c'est magnifique, ça c'est pour tous les combats, j'ai pas besoin de le préciser. Mais niveau ce que ça raconte, finalement, bah, c'est des choses qu'on a déjà vues, mais ça le fait bien, donc on prend. Et en plus de ça, les deux adversaires donc, qui sont affrontés ces deux groupes sont liés, ont une histoire typiquement débile. Il y a des blagues qui brisent le quatrième mur qui sont très drôles et que j'apprécie grandement. C'est un duo que je retiendrai, je pense. Un pour son combat et son humour et son lien avec l'autre, et l'autre pour son lien avec le premier. Et dernier combat avant le boss final, il y a Yumin qui se bat contre 3 ou 4 remplaçantes de l'ancien groupe auquel elle appartenait. C'est très intéressant, qui montre à quel point elle s'est libérée, à quel point elle a toujours un rôle important, et à quel point elle est surpuissante grâce à Ken, et à quel point Ken est surpuissant grâce à elle. C'est très intéressant, très réussi, on fait bien le tour des personnages, délicieux. Et enfin, on arrive au combat final avec Ken et Yumin contre les deux boss finaux. Et qu'est-ce que c'est réussi? On a au final peut-être 3 camps. On a Ken et Yumin, on a le chef qui est le père de Yumin, et on a son second qui est dans un camp un peu à part. On a beaucoup d'informations très intéressantes autour de Yumin, sur qui elle est vraiment, que ce soit par elle-même, par son père et par le second. Les trois sont passionnés de savoir qui est Yumin et tout ça, et ça raconte beaucoup de choses, ça la développe, ça montre ses failles, ça montre ses faiblesses, ça montre qu'elle aurait tout prévu, et plein de choses différentes. Et finalement, Ken va libérer tout ça juste en lui faisant confiance, et c'est ça qui est magnifique. À chaque fois, Ken a de beaux discours et fait de belles choses, mais surtout qu'il y a un peu d'humanité qui part comme ça d'un coup, qu'il est vraiment excellent, et qu'il se libère à fond de ses combats. Et enfin, donc on a la confrontation entre Ken et le second. Le second serait en soi le manipulateur depuis le début, que Ken serait que son ombre et rien d'autre. C'est méga intéressant pour un combat final. Car être à l'origine de tous les malheurs de notre héros et l'affronter à la fin, bah, c'est plutôt une chose logique qu'il faudrait faire souvent, mais là ça marche très bien et c'est très puissant. Notamment pour le moment où Ken reprend les poils de la bête et. Qu'est-ce qu'il le ken? Bref, ce Ken Rock c'est puissant. Il y a des gros problèmes quand ça parle de femmes. Il n'y a pas une scène de combat où il y a Yumin, où il y a Kaelin, où il y a les 4 qui remplacent l'ancien groupe de Yumin, où il n'y a pas une seule case où elles apparaissent, où il n'y a pas une culotte, donc c'est plutôt dérangeant pour l'image de la femme. Et en plus, il y a pas mal de tétés aussi mis en avant, et c'est le cas depuis le début de la série, et donc c'est très gênant, et des fois ça prend beaucoup de place pour rien. Là ça va, ça montre juste comme ça, et ça s'arrête pas dessus. C'est déjà bien. Mais alors, tout le reste, aller au fond des personnages, et l'action comme ça, et les convictions derrière, Mama, qu'est-ce qu'il est fort, Boichi. Et ben voilà, c'est déjà tout ce que j'avais à dire sur les tomes d'aujourd'hui. Oh, c'est lourd. C'est pas vrai, je vous ai bien eu. Donc on a ça qui est moyen, je sais pas quoi en faire. Il y a des belles idées, hein, la science et tout c'est cool, la confrontation entre les deux camps c'est cool, mais il y a un flashback qui prend de la place pour rien, le ton est pas toujours très juste, et il y a des redites, donc à voir pour la suite parce que l'arc a l'air quand même d'avoir un potentiel bien gros. Ça bah c'est très gentillet, mais bah j'en demande pas plus, donc ça me va. La fin du deuxième arc est excellente, avec mon personnage préféré. On a un petit temps calme qui vaut ce qu'il vaut, il est calme mais il fonctionne. Et on a une belle promesse pour la suite, vu qu'on va changer de lieu et faire un truc intéressant. Celui-là j'aime beaucoup, mieux que les précédents. Bah, je sais pas trop quoi en dire de plus, mais l'histoire commence à se mettre en place, à se lancer vraiment, et ça marche très bien. Ok, je reviens sur ma blague. Après, bah, Peleliu, je le conseille, c'est vraiment une belle galerie d'explications sur la guerre. Il y a plein de choses différentes et tout n'est pas toujours bon à prendre parce que ça commence à se répéter un peu par moment, mais il y a beaucoup de bonnes idées et beaucoup d'éléments différents.
Bah, j'aime bien Pokémon la grande aventure, ça apporte des choses très différentes par rapport au jeu. Là non, notamment parce que les personnages sont pas développés, qu'il y a beaucoup de choses, niveau héros, niveau méchant et niveau Pokémon à développer en un seul gros volume, et ça marche pas. Donc c'est dommage pour Arceus, et c'est dommage d'avoir ces héros là. Enfin, c'est genre ces blagues. Excellent. Je pense que c'est mon tome préféré dans tout ça. Ouais, ça doit faire Sun Kenrock, Fullmetal Alchemist et Peleliu. Après, il y a pas très loin dans la mouchure de poche sur le podium, un truc comme ça. Gros problème avec l'image des femmes, mais excellent au niveau des combats, excellent au niveau des conditions des hommes, et excellent au niveau de ce que ça raconte sur nos héros et sur leur évolution, vu qu'on va vraiment en profondeur dans les personnages. Et cette fois, je vais arrêter là pour de vrai. Les combats, y'a que ça. Sinon, la scène de l'explosion, je veux bien. Et ben voilà, pour ce qui est des achats lecture manga de décembre. Il y aura une deuxième partie bientôt, quand j'aurai lu les 2 tomes de Kingdom, plus celui de One Piece et celui de My Home Hero. Hero En attendant, est-ce que je peux parler d'autre chose? Ouais, bah ça sera sans doute sorti, mais je... Là, on est le 20 décembre, 15h. Il y a mon calendrier de l'Avent qui est bientôt terminé, forcément, vu que c'est pendant la période du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, il y a un article sur Supreme, le film sur le groupe Supreme NTM qui sort. Là, il y a 5 minutes. Donc il est prêt, heureusement, qu'il est sorti. Demain, il y a un article sur le Mr. Kendrick, une mini-série avec David Tennant que j'ai vu sur TF1 la semaine dernière. Mais j'ai pas fini de l'écrire. J'ai écrit 2 points sur. Non, j'ai écrit 3 points sur 5, je crois. Donc là, je vais finir juste après ce live. Et ça sera prêt pour demain. Le 22, je vais parler de Spider-Man No Way Home. Mais il faut d'abord que j'aille le voir demain avec ma famille. J'ai pas prévu de le voir tout de suite. Si ce n'est pas prévu de le voir tout court. Notamment parce que bah, tout a déjà été sorti sur Twitter, et ça fait pas très plaisir. Mais bah, on le regardera quand même parce que je suis curieux et que ça va être intéressant de défoncer ce film Marvel. Et ensuite, il restera donc le 23, où je vais parler de Peaky Blinders saison 2. J'ai eu beaucoup de mal à démarrer, je crois que j'ai mis 2 épisodes et demi à accrocher à son scénario. Et là, il m'en reste plus que 1 pour finir, donc ça, je regarderai dans l'après-midi ce soir ou demain, et hop, ça passera et je pourrai l'écrire pour jeudi. Vendredi, il y aura du blabla. On va faire un petit bilan du calendrier de l'avant. Genre au niveau des chiffres, au niveau de ce dont j'ai parlé, tout ça, ça va être intéressant. Pardon. Et on parlera de la suite, parce que, bah, évidemment, on aura fait 24 articles pendant 24 jours d'affilée. Après, on en a fait un sur 2 mois. Ce serait bien de créer un rythme différent. Donc, je pense qu'à partir de janvier, non, pas janvier directement, à partir peut-être de la 2e semaine de janvier, je pense, il y aura, selon moi, un article sur le blog le lundi, un le mercredi et un le vendredi. Ensuite, les jours remués, donc mardi, jeudi et samedi, il y aura des rediffusions de live qui sortiront, donc il faudra que je fasse des lives pour ça. Que ce soit des achats lecture manga qui vont reprendre, que ce soit j'ai Final Fantasy VII Remake à finir, parce qu'on a fait 7 chapitres je crois sur 18. Et il y a aussi Life is Strange, qu'on a repris récemment, on a fait 3 chapitres sur 5. Voilà, donc les rediffusions sortiront là-dedans, ça fera déjà 6 contenus par semaine. Et j'espère, mais ça c'est ce qui prendra le plus de temps, sortir une vidéo sur la chaîne principale tous les dimanches. Ce qui fait genre en soi 7 contenus par semaine, 1 très long à faire avec la vidéo, 3 plutôt correct à faire avec les 3 articles, et 3 très rapides à faire avec les rediffs de live, que il faudra juste que je fasse des lives quand j'ai envie de jouer ou de parler de manga. Voilà, donc c'est je pense qu'il arrivera à partir de mi-janvier peut-être, ou alors s'il faut vraiment qu'il y a beaucoup de contenu, finalement ça me prend plus de temps, je décalerai le départ à début février. Mais pour la chaîne Twitch, ça change rien, je ferai juste mes lives et les rediffusions seront mises plus tard, c'est tout ce qui compte, donc pour Twitch ça changera pas grand chose. Voilà. Et donc pour préparer ça, j'ai déjà fait une vidéo de 6 minutes. Bon, c'est uniquement de l'escalade, ce qui n'a aucun rapport avec tous les contenus que j'ai produits.
Mais ça m'a fait rire de filmer ma séance d'escalade et de la mettre en scène, la monter quoi. C'était rigolo. Bon, ça aurait été mieux si j'avais quelqu'un pour filmer, parce que là, des fois, les plans sont pas terribles. Puis en plus, tout est en vertical, et ça, c'est immonde dans la vidéo, mais c'est comme ça. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce dont je veux parler. Donc, bah, n'hésitez pas à aller suivre le blog pour suivre les articles qui sont encore en train de sortir ou qui sortiront à partir de mi-janvier ou février si jamais c'est trop long. À suivre la chaîne de Rodiff si vous avez raté les lives et que vous voulez voir, parce que là, bah, il n'y a aucun live qui peut s'enregistrer longtemps sur Twitch parce que je suis pas affilié, car il me manque des abonnés et des gens qui discutent dans les commentaires. Discutez là. N'hésitez pas à aller voir sinon la chaîne principale, parce qu'il y a des vidéos souvent. Genre c'est pas parce qu'il n'y en a pas eu depuis 7 mois qu'il n'y en a pas souvent, mais. Ou alors bah vous abonnez sur Twitch. Voilà. Et ben j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour reparler de manga vu qu'il y en a encore 9 tomes sur la planche. D'ici là, portez-vous bien, faites-vous plaisir. À Komore bientôt!